Bonjour tout le monde. Bonjour, monsieur. On démarre notre séance d'aujourd'hui qui est réservée à la propagation des ondes électromagnétiques dans les milieux matériels, principalement c'est les milieux électriques qu'on va considérer. Donc, vous avez déjà vu la propagation des ondes électromagnétiques dans la matière, dans le vide. Donc, vous l'avez vu en S1, en S3 plutôt, en S3. Les relations de base sont donc les équations de Maxwell. Donc, vous avez résolu les équations de Maxwell dans le vide et vous avez trouvé la chose principale suivante, c'est que le champ E et B sont couplés en régime variable, ils sont couplés et constituent donc une onde électromagnétique. La résolution des équations de Maxwell montre que les deux champs E et B satisfont l'équation d'onde, donc sont bien des ondes qu'on appelle ondes électromagnétiques. Il y a donc deux champs qui sont concernés, il y a le champ E et le champ B. Ces deux champs sont couplés et ces deux champs, la résolution des équations de Maxwell montre que ces deux champs se propagent sous forme d'ondes appelées ondes électromagnétiques. Alors cette fois-ci, donc on va rappeler, je vais d'abord rappeler les équations de Maxwell dans le vide et montrer donc que E et B satisfont l'équation d'onde. Et ensuite, on va passer à la propagation dans des milieux. On va passer tout de suite à la propagation dans des milieux matériels, principalement les milieux diélectriques. Voilà. Donc, on démarre donc tout de suite là. Alors, je commence par un petit rappel sur les ondes électromagnétiques. Alors, c'est, comme j'ai dit, c'est des conséquences les plus importantes, c'est une conséquence des équations de Maxwell. Donc, les ondes électromagnétiques sont des conséquences des équations de Maxwell. Donc, c'est une conséquence des équations de Maxwell donc, qui montre que E et B, que les champs E, le champ électrique et le champ magnétique sont des champs couplés et qui se propagent. La mise en évidence expérimentale, donc, ces ondes sont prédites par Maxwell. La mise en évidence expérimentale a été réalisée par Hertz en 1888. Michelson montre que les ondes électromagnétiques, que les ondes lumineuses sont aussi des ondes électromagnétiques. Donc, c'est un cas particulier d'ondes électromagnétiques. Donc, c'est donc les mêmes champs qui se propagent, seulement c'est à des fréquences optiques. Donc, les ondes lumineuses sont une catégorie particulière des ondes électromagnétiques. Alors, les ondes électromagnétiques, donc, s'étalent, la longueur d'onde s'étale de 10-15, c'est à l'échelle du noyau, donc à plusieurs kilomètres pour les ondes radio. Pour le visible, donc, les ondes optiques visibles, les longueurs d'onde, c'est entre 400 nanomètres et 750 nanomètres. L'origine des ondes électromagnétiques, donc, c'est le régime variable, de toute façon. Donc, en régime variable, il existe toujours deux champs couplés, c'est le champ électrique et le champ magnétique. Donc, c'est
l'origine des ondes électromagnétiques. Donc, c'est le comportement du champ E et B en régime variable. D'après les équations de Maxwell, donc on montre aisément que ces deux champs se propagent en constituant donc l'onde qu'on appelle l'onde électromagnétique. Le couple E et B forme le champ électromagnétique. Une application de ces ondes, dès 1889, il y a le jeune italien Marconi qui réussit la première communication télégraphique transmanche. C'est-à-dire, il a pu envoyer un message télégraphique par onde électromagnétique à travers la Manche. 2 ans plus tard, donc, il a réalisé la première liaison transatlantique de 3400 km. Donc, une liaison par onde électromagnétique transatlantique. Il a traversé, c'est des ondes qui ont traversé l'Atlantique, donc il a pu réaliser une première liaison télégraphique grâce aux ondes électromagnétiques. Ces ondes qui sont prédites par Maxwell. Les différents domaines de longueur d'onde, donc, on a déjà parlé. Étudiant. Ok, d'accord. Mais il n'y a personne. Il n'y a personne. Donc, les différents domaines, là, on met l'échelle des longueurs d'onde qui s'étale de 0 jusqu'à à l'infini. Donc, alors, pour les petites longueurs d'onde de 0 à 10 puissance moins 3 nanomètres, donc c'est les rayons gamma, de 5 10 moins 3 à 1 nanomètre, c'est les rayons X, et ainsi de suite. Il y a donc le visible qui se situe entre 0,75 microns et 0,4 microns, donc 0,4 et 0,75, et ainsi de suite. Les micro-ondes et les ondes radio, donc au-delà de 1 mètre, c'est plusieurs kilomètres. Donc ça, c'est les différents domaines de longueur d'onde, des ondes électromagnétiques. C'est juste un petit rappel. Vous avez vu en électromagnétisme dans le vide, donc la propagation des ondes électromagnétiques dans le vide, vous avez vu donc qu'à partir des équations de Maxwell donc, établies pour le vide, donc on montre que E et B sont des champs qui se propagent. Je rappelle ici les 4 équations de Maxwell donc pour le vide. En régime variable. Les ondes électromagnétiques sinusoïdales, ce qu'on appelle des ondes monochromatiques, des ondes planes monochromatiques, peuvent être traitées par la méthode des complexes. Là aussi, je vous rappelle la méthode des complexes. Donc, vous avez un champ électrique qui est donné par ces 3 composantes. Là, la direction de propagation, c'est Z. Eh bien, le cosinus est transformé en exponentielle J. Donc, j'efface le cosinus, je mets à la place exponentielle J. Voilà, comme vous le voyez ici. Et vous voyez donc que je suis passé d'une expression algébrique, trigonométrique, à une expression complexe. Donc, chaque onde peut être représentée par un complexe. C'est des choses que vous avez vues, donc je rappelle. Maintenant que quand je traite une onde électromagnétique en complexe, donc en représentation complexe, c'est-à-dire je me contente de l'amplitude complexe, là j'ai droit aussi à une représentation complexe des opérateurs de l'analyse vectorielle, le grade, divergence rotationnelle et la dérivation par rapport au temps. Nous avons vu
Donc, ça permet vous avez vu donc en S3 que le fait de traiter ces ondes par la méthode complexe, ça simplifie énormément les tâches. Surtout, ça facilite l'application des opérateurs différentiels, grade, divergence, rotationnelle, etc. Alors maintenant, comment exprimer le vecteur nabla? Comment s'exprime-t-il en termes, c'est-à-dire en traitant par la méthode des complexes? L'opérateur nabla, donc, ou bien l'opérateur gradient. Voilà. L'opérateur nabla, c'est JK, ça dépend du facteur de phase. La J, j'ai un facteur de phase en oméga t moins KR, un facteur de phase en oméga t moins KR. Voilà, comme vous le voyez ici. Donc, l'opérateur nabla, c'est moins JK. Moins JK, donc je peux écrire ça comme ça. Là, c'est juste des rappels, c'est des choses que vous avez vues, mais on aura besoin de rappeler ces opérateurs. Donc, alors, vous avez l'opérateur nabla appliqué à un champ en représentation complexe. Eh bien, c'est moins JK. Voilà. C'est moins JK si le facteur de phase est en exponentiel avec un facteur de phase en exponentiel J oméga t moins KR. Voilà. Et la dérivée par rapport au temps, c'est simplement J oméga. Si J oméga. Voilà. Donc, c'est l'équivalent de J oméga. Donc, j'ai grade F complexe. Tout simplement, c'est moins JK appliqué à F. C'est moins JKF. D de F sur dt, F complexe. Donc, c'est J oméga fois F. Voilà. Voilà ce que vous voyez ici. C'est avec un facteur de phase en exponentiel J oméga t. Facteur de phase en exponentiel, facteur de phase en exponentiel J oméga t moins KR. Voilà. C'est pour une onde plane sinusoïdale, une onde plane monochromatique. Donc, la dérivée par rapport au temps, il suffit de multiplier le complexe correspondant par J oméga. La dérivée seconde son calcul consiste à appliquer 2 fois la dérivée par rapport au temps. Donc, J oméga fois J oméga, ça donne moins oméga carré. Ça, c'est pour la dérivée seconde. Pour le gradient, nous avons vu que nabla F, donc c'est moins JK F. Pour la divergence ou bien S, c'est comme vous voulez. Donc, là, si je prends une composante de S, donc F, c'est une composante de S. La divergence du nom de S, traité par la méthode de complexe, c'est moins JK scalaire S. Donc, c'est nabla scalaire, tout simplement, c'est nabla scalaire S. Alors, ce qui donne moins JK scalaire S. Il n'y a pas de... Alors, moins JK scalaire S. Voilà, S complexe. Le rotationnel, c'est nabla vectoriel S. Donc, ce qui donne moins JK vectoriel S.
Le Laplacien vectoriel, c'est moins k carré fois S. Alors, à partir de ces opérateurs, on retrouve facilement la structure d'une onde électromagnétique plane progressive. Donc, la structure d'une onde électromagnétique plane progressive, c'est-à-dire j'ai le signe de oméga t et le signe de KR qui sont opposés. Donc, c'est une onde plane monochromatique progressive. Onde plane, c'est montré par la présence du facteur KR. Monochromatique, c'est montré par la présence de la pulsation oméga. Donc, c'est bien une onde sinusoïdale plane correspondant à une seule pulsation. Donc, c'est une onde qui est monochromatique. Voilà. Quelle est la structure d'une onde monochromatique, d'une onde plane monochromatique dans le vide? Eh bien, on réécrit les équations de Maxwell. La divergence de B égale à 0. Donc, divergence de B égale à 0, ça veut donc dire que moins Gk scalaire B égale à 0, ça donne K scalaire B égale à 0. C'est-à-dire que le vecteur B est perpendiculaire à K. K, c'est le vecteur d'onde qui a toujours la direction de propagation. K, c'est le vecteur d'onde qui a la direction de propagation. Vous avez divergence de D égale à 0 ou bien divergence de E égale à 0 parce que dans le vide, on suppose qu'il n'y a ni charge ni courant. Donc, on a une propagation dans le vide dépourvue de charge et de courant. Donc, divergence de D égale à OL. En principe, donc, comme il n'y a ni charge ni courant, donc vous avez ρL égale à 0 et on a divergence de D égale à 0. D, c'est epsilon 0 fois E, ce qui donne moins Jk scalaire E égale à 0, c'est-à-dire que le vecteur E est aussi un vecteur qui est perpendiculaire à la direction de propagation K. Donc, dans le vide, une onde plane progressive monochromatique est caractérisée par un vecteur d'onde K, comme toute onde plane, et par les champs E et B qui sont des champs transverses, qui sont des champs perpendiculaires à la direction de propagation. Donc, E et B sont des champs transverses. Voilà quelle est la relation maintenant qui permet de déterminer le champ B. Vous avez rotationnel de E égale à moins dW sur dt. Vous traitez en complexe. Donc, le rotationnel, c'est nabla vectoriel E, c'est moins Jk vectoriel E qui est égal à moins la dérivée par rapport au temps, c'est J oméga. Donc, je traite le rotationnel de E, ce qui me donne moins Jk vectoriel E. Je traite la dérivée par rapport au temps qui va me donner J oméga fois B. Donc, j'égalise les deux termes et je trouve donc l'expression de B qui est égale à K sur oméga vectoriel E. K sur oméga vectoriel E. J'ai le rotationnel de H qui est égal à la dérivée de D par rapport à la dérivée du vecteur D dans le vide par rapport au temps. Donc, c'est epsilon 0, epsilon 0. Voilà, là, vous avez epsilon 0, on est dans le vide. Donc, H, c'est B sur mu 0. Il n'y a pas d'aimantation dans le vide en principe. Donc, H, c'est B sur mu 0 moins M. Mais dans le vide, M est égal à 0. Donc, H, dans le vide, c'est B sur mu 0. D dans le vide, c'est epsilon, en général, D c'est epsilon 0 E plus P. Comme dans le vide, la polarisation n'a aucun sens, donc on la prend égale à 0. Il reste alors D égale à epsilon 0 fois E. Voilà donc ce qu'on a dans le vide. Là, c'est epsilon 0. Donc, moins Jk vectoriel, je remplace le rotationnel par nabla vectoriel. Donc, moins Jk vectoriel B sur mu 0 est égal à J oméga epsilon 0 fois E.
Voilà ce qui me donne cette expression-là. Donc, c'est une expression qui est équivalente. Par élimination de B, on obtient la relation suivante, qui est la relation de dispersion. K est égal à oméga sur V. Pour le vide, K est égal à oméga sur C. Donc, c'est une relation qui est importante. On a donc K qui est égal à oméga sur V. K, c'est le vecteur d'onde. Le module du vecteur d'onde, oméga, c'est la pulsation et V, c'est la vitesse de propagation. Là, je peux introduire l'indice du milieu. Donc, pour le vide, il s'agit bien de n égale à 1, mais en général, donc j'ai K qui est égal à oméga. Vous avez V qui est égal à... Donc, vous avez N qui est égal à C sur V. N, c'est l'indice. V, c'est donc C sur N. Donc, voilà. Voilà donc la relation qui est générale. Donc, on va voir qu'elle est générale, qu'elle est appliquée pour le milieu diélectrique de constante epsilon. Voilà, de constante epsilon égale à epsilon 0, epsilon R, avec epsilon R réel. C'est pour les milieux diélectriques parfaits. Diélectrique parfait. On va voir ça donc tout de suite. Là, on a anticipé un petit peu. Mais là, on montre juste comment déduire à partir des équations, à partir de ce traitement, à partir du traitement complexe des équations de Maxwell, on arrive facilement à avoir la relation de dispersion qui relie K à oméga, à savoir cette relation-là, K est égal à oméga sur V. Traité en termes d'indice de réfraction, donc ça donne cette expression-là, K est égal à oméga sur C fois N. Voilà la structure d'une onde électromagnétique dans le vide. Donc, vous avez les deux champs. Vous avez le champ EIB, une onde plane progressive monochromatique. Donc, vous avez la direction de propagation, qui est la direction du vecteur d'onde K. Vous avez les deux champs E et B. E, c'est en rouge. Donc, vous avez l'amplitude qui décrit donc une fonction sinusoïdale. Et de l'autre côté, dans le plan perpendiculaire, vous avez les vecteurs B, voilà, qui décrivent aussi un comportement, ou bien qui décrivent une fonction sinusoïdale. Vous avez donc la longueur d'onde de ce point à celui-là. Donc, vous avez la longueur d'onde de l'onde, cette distance-là. Notez bien que E est perpendiculaire, E et B sont transverses. E et B sont transverses, c'est-à-dire qu'ils sont perpendiculaires tous les deux à la direction de propagation, et ils sont perpendiculaires l'un à l'autre. Vous avez E, B, K qui forment un trièdre direct. E, B et K qui forment un trièdre direct. Donc, E, B, K, trièdre direct. Donc, voilà, c'est bien montré ici. Notez bien qu'il y a des flèches sur... Là, vous avez donc des vecteurs. EBK forme un trièdre direct. Donc, après ce rappel, eh bien, je passe maintenant à l'essentiel de la séance, c'est la propagation des ondes électromagnétiques dans les milieux diélectriques, dans les milieux matériels. Dans les milieux matériels, propagation des ondes électromagnétiques dans la matière. Propagation des ondes électromagnétiques dans la matière. Et là, donc, vous pouvez vous poser la question, pourquoi on s'intéresse au milieu diélectrique? Pourquoi on s'intéresse au milieu diélectrique et pas au milieu conducteur? Eh bien, parce que dans les conducteurs, on va voir qu'il y a une atténuation des ondes électromagnétiques. Donc, la propagation, pour faire propager une onde électromagnétique, on choisit donc un diélectrique.
Sinon, si on essaie de la faire propager dans un milieu conducteur, il va s'atténuer. Donc, vous avez dans le conducteur, donc vous avez E égale à 0, donc l'onde s'atténue. Donc, pour faire propager des ondes électromagnétiques dans la matière, donc, la catégorie des matériaux propices à cette propagation, c'est les milieux diélectriques, c'est les milieux non conducteurs. Mais de toute façon, il y a toujours une faible conductivité. C'est un diélectrique parfait qui n'est pas conducteur, mais en général, donc, dans la pratique, tout diélectrique est légèrement conducteur. Donc, il y a toujours des courants de fuite à travers un diélectrique. Donc, pour faire propager des ondes électromagnétiques dans la matière, donc les milieux propices à cette propagation, c'est les milieux diélectriques, sinon les milieux conducteurs. Dans les milieux conducteurs, les ondes électromagnétiques s'atténuent. Donc, on considère alors un milieu diélectrique non magnétique, c'est-à-dire vous avez mu égale à mu0, diamagnétique ou paramagnétique, donc on ne choisit pas des ferros, donc c'est des matériaux conducteurs. Donc, c'est des milieux non magnétiques, mu égale à mu0. Là aussi, je vais considérer que des milieux dépourvus de charge, donc des milieux non chargés, où L égale à 0, donc il n'y a pas de charge. Donc, le milieu de propagation, c'est un diélectrique non chargé réellement. Le diélectrique, je le suppose non parfait, c'est-à-dire un diélectrique réel, c'est-à-dire il y a toujours des petits courants de fuite, parce qu'un diélectrique parfait est un cas idéal. Si vous placez un diélectrique entre les armatures d'un conducteur chargé et isolé, eh bien le condensateur, si vous placez l'espace ou bien un diélectrique entre les armatures d'un condensateur chargé et isolé par la suite, eh bien, elle ne retient pas sa charge pour longtemps. Parce qu'il y a toujours donc une fuite, un courant de fuite qui finit par éliminer la charge du condensateur. Donc, on suppose que le diélectrique est non parfait, c'est-à-dire avec des courants de fuite. Et là, j'écris les équations de Maxwell. Les équations de Maxwell, donc, pour un milieu diélectrique, donc, s'écrit sous cette forme-là. Rotationnel de E égale à moins dB sur dt, c'est la même chose que pour le vide. Divergence de B égale à 0. Divergence de D égale à rho L, donc pour moi, c'est 0. Donc, parce que je considère un milieu qui n'est pas chargé, donc j'ai divergence de D égale à 0. Rotationnel de H, c'est JL plus D de D sur dt, c'est l'expression la plus générale donc du théorème, de la relation de Maxwell-Ampère. Rotationnel de H est égal à JL plus D sur dt. Voilà donc les 4 équations de Maxwell. Divergence de B égale à 0, divergence de D égale à 0, que là je considère un milieu non chargé. Rotationnel de E égale à moins dB sur dt, il ne change pas, c'est la même chose, il garde la même expression. Rotationnel de H, c'est JL plus D sur dt. Je vais réécrire maintenant ces équations. Voilà leur expression générale. Pour un milieu diélectrique non parfait et non chargé, voilà, donc ces équations s'écrivent sous cette forme-là. Rotationnel de E, c'est moins dB sur dt. Divergence de B, c'est 0. Divergence de D égale à 0. Et rotationnel de H, c'est JL plus D sur dt. Mais JL, c'est sigma E. Là, j'applique la loi d'Ohm locale. J est égal à sigma fois E. Comme j'ai des courants de fuite, j'ai donc une conductivité qui n'est pas nulle. Bon, il est faible, d'accord,
mais il n'est pas nul. Voilà. L'essentiel, donc, à retenir. Voilà les équations de Maxwell appliquées à un diélectrique non parfait. Les équations de Maxwell écrites pour un diélectrique non parfait. Maintenant, je considère un facteur de phase en KR moins oméga T. Alors, cette fois-ci, l'opérateur Nabla va s'écrire sous la forme de JK. Et la dérivée par rapport au temps, c'est moins J oméga. Voilà. Donc, un facteur de phase en exponentielle J KR moins oméga T. Ce qui va me donner rotationnel de E égale à moins D de B sur dt va se transformer en K vectoriel E égale à oméga B. Il suffit donc d'écrire que JK vectoriel E est égal à moins et moins, ça va donner plus J oméga B. Voilà, bien sûr, là je considère des complexes. Voilà, je simplifie par J et j'obtiens donc oméga B égale à K vectoriel E. Pour exprimer ces opérateurs, faites bien attention, il faut voir le facteur de phase. Si le facteur de phase est en KR moins oméga T, eh bien, Nabla c'est JK et T sur dt, c'est moins J oméga. Si le facteur de phase est en oméga T moins KR, là c'est le contraire. Vous aurez Nabla égale à moins JK et T sur dt égale à plus, ou bien remplacé par plus J oméga. Alors maintenant, on vous demande de retrouver la relation de dispersion. Quelle est la relation qui relie le vecteur K à oméga pour un diélectrique non parfait? Quelle est la relation qui relie K, qui relie le vecteur d'onde à oméga? Quelle est la relation qui relie le vecteur d'onde à oméga? C'est ce qu'on appelle la relation de dispersion. Eh bien, vous allez partir de cette relation-là. Vous considérez un facteur de phase, par exemple, en KR moins oméga T, et vous appliquez l'opérateur rotationnel, enfin, vous remplacez l'opérateur rotationnel par JK vectoriel H est égal à sigma E moins J oméga D, moins J oméga D. Voilà. Ensuite, vous allez remplacer la relation qui donne B en fonction de E. Vous allez donc trouver la relation générale, la relation de dispersion. Eh bien, on va voir ça rapidement. Donc, notre objectif est d'établir la relation de dispersion pour un milieu diélectrique non parfait, pour un diélectrique tout court. S'il est qualifié de parfait, d'accord, c'est qu'il est idéal, donc il n'a pas d'existence réelle. Mais quand on parle de diélectrique, il y a toujours un sigma, une conductivité qui est faible. Sinon, si la conductivité est forte, à ce moment-là, on n'est plus dans la catégorie des diélectriques. On devient donc
On passe à la catégorie, si vous voulez, à la catégorie des milieux conducteurs. Donc, oméga, c'est une faible conductivité. Donc, essayons d'établir cette relation. Essayons d'établir cette relation-là à partir d'équations de Maxwell écrites pour le milieu diélectrique. Alors, je vais partir de la relation. Donc, tout d'abord, je considère un facteur de phase. Facteur de phase en exponentielle JKR moins oméga t. Et j'écris donc l'équation de Maxwell rotationnelle de E est égale à moins d de B sur dt, ce qui me donne JK vectoriel E. C'est en complexe E, donc ce n'est pas la peine de mettre les barrettes à chaque fois. Il faut considérer donc qu'on traite des complexes. Sinon, il faut mettre des barrettes partout. Donc, on suppose qu'on a des complexes. Donc, je ne vais plus m'occuper de ces barrettes-là. Je considère que mes champs sont représentés en complexe. Donc, JK vectoriel E est égal moins et moins, donc ça donne J oméga B. Et là, je déduis donc le vecteur B qui me donne 1 sur oméga K vectoriel E. Voilà, 1 sur oméga K vectoriel E. Voilà, je retiens ceci. Et je passe à l'autre expression rotationnelle de H. Maxwell ampère. Rotationnelle de H est égal à JL qui est égal à sigma E. D'après la loi d'Ohm locale, vous avez vu en électrocinétique que J dans un conducteur est égal à sigma fois E. Loi d'Ohm locale. Alors, rotationnelle de H, tout d'abord, j'écris la relation de Maxwell ampère, rotationnelle de H est égal à JL plus D de D sur DT. Donc, ce qui me donne JK vectoriel H est égal à sigma E moins J oméga fois D. Voilà. Ou alors JK vectoriel B sur mu0, voilà, pour le vide, non, pour le milieu non magnétique, pour un milieu non magnétique, H, je remplace H par B sur mu0, B sur mu, en principe. Mais mu est égal à mu0 pour des milieux non magnétiques. Donc, B sur mu0. C'est donc sigma E moins J oméga Y0 cette fois-ci, YR, parce que là, je considère un milieu linéaire homogénéisotrope, donc je considère comment une onde se propage dans un milieu linéaire homogénéisotrope. Donc, D est égal à Y0, YR fois E. Et bien sûr, un milieu non magnétique, j'ai H qui est égal à B sur mu0. Milieu non magnétique. Voilà. Fois E. Donc, je remplace D par Y fois E. K vectoriel B, donc ça donne, si je veux maintenant K vectoriel B,
qu'est-ce que ça me donne K vectoriel B? Ça me donne, je dois multiplier par J. Je dois diviser par J multiplié par mu0. Donc, ça me donne moins, attendez, moins, voilà, je multiplie, je divise par J. Donc, ça me donne moins J mu0 sigma plus oméga sur C fois epsilon R fois E. Voilà donc ce que j'obtiens en multipliant par mu0 et en divisant par J. Voilà ce que j'obtiens. D'autre part, j'ai le vecteur B, donc je remplace B par son expression, c'est 1 sur oméga. Donc c'est K vectoriel B, c'est K vectoriel E sur oméga. K vectoriel E sur oméga. Voilà. Donc c'est juste un remplacement. Eh bien, je peux multiplier directement par oméga. Donc, je multiplie directement par oméga pour avoir moins G mu0 oméga sigma plus oméga carré sur C epsilon R fois E. Donc, en multipliant directement par oméga. Et là, j'ai la formule d'un double produit vectoriel. Ceci, c'est donc égal à K scalaire E. K scalaire E fois K moins K carré fois E. Or, K scalaire E, c'est 0 parce que K est perpendiculaire à E. Donc là, ça donne 0. Voilà, ceci est donc égal à moins J mu0 oméga sigma plus oméga carré sur C epsilon R fois E. Je simplifie par E, donc, et avoir K carré, donc j'obtiens K carré égale le carré du module du vecteur d'onde, donc K carré qui est égal à, qu'est-ce que j'obtiens pour K carré? Donc c'est oméga, donc c'est, si je mets oméga sur C, là donc je multiplie par C divisé par C, c'est donc mu0 voilà donc voilà donc ok, donc je vais mettre oméga sur C en facteur, oméga sur C en facteur, oméga sur C en facteur. Voilà, qui me donne epsilon R plus J sigma sur epsilon 0 oméga. Et là, donc, epsilon 0 mu 0, C carré, donc je l'ai pris égal à 1. Voilà. Voilà, donc, on obtient, c'est à partir de cette relation-là qu'on obtient directement l'expression de la relation de dispersion. Donc, finalement, on a la relation de dispersion. Oui? Oméga carré sur C. Donc, je mets en facteur oméga sur C le tout carré. Je mets en facteur oméga sur C le tout carré. Donc là, je vous montre l'essentiel de la méthode. Après, vous pouvez vérifier vos calculs. Donc, vous pouvez faire ce calcul et trouver facile. Il n'est pas difficile de trouver cette relation qui est la relation de dispersion. Donc, l'étape principale, c'est d'exprimer rotationnel de H. Voilà. Exprimer donc D, c'est epsilon 0, epsilon R fois E. Donc, voilà, cette étape-là. Ensuite, vous allez
calculer K vectoriel B. Voilà son expression. Ensuite, vous allez remplacer B par K vectoriel E sur oméga. K vectoriel E sur oméga, donc vous aurez ceci. Donc, c'est des calculs, c'est un calcul facile, donc ça ne demande rien. Et là, vous avez la formule du double produit vectoriel, moins K carré fois E égale à ceci. Après, vous allez sortir oméga carré en facteur. Oméga sur C. Oméga sur C en facteur, donc vous allez la sortir en facteur. Et vous profitez donc de la relation epsilon 0 mu 0 C carré égale à 1. Voilà. Donc, moins K carré fois E, c'est J mu 0 sigma, J oméga mu 0 sigma plus oméga. Alors, attendez, là, il y a un C carré, je pense, c'est ça? Il y a un C carré ici. Alors, attendez. Alors, K vectoriel sur mu 0. OK. Voilà. Alors là, à partir de là, en multipliant par mu 0, J sigma mu 0. C'est C carré, monsieur. Hein? Donc, je multiplie par mu 0. Qu'est-ce que je vais avoir? G oméga mu 0 sigma. Mu 0, G oméga. Oméga sur C carré. Plus oméga sur C, epsilon R. Non, là, j'ai donc un moins. Voilà. Là, j'ai un C carré, c'est ça? J'ai un C carré ici. J'ai un C carré, c'est ça, vous avez raison. Oui, j'ai un C carré ici à ce niveau-là. OK. C'est ça. J'ai donc un C carré à ce niveau-là. Ensuite, je mets oméga sur C en facteur et j'obtiens l'expression, j'obtiens la formule de dispersion. OK. Donc, c'est à partir des équations de Maxwell qu'on obtient la formule de dispersion. Tout électromagnétisme est basé sur les équations de Maxwell. Et là, à partir de cette relation qui est importante, à partir de la relation de dispersion, je déduis l'indice complexe. Je déduis l'indice complexe. Je déduis l'indice du milieu diélectrique. L'indice du milieu diélectrique. Quelle est la relation qui relie le vecteur d'onde à n, l'indice? Vous avez donc K qui est égal à oméga sur V. V, c'est la vitesse de propagation. C'est la vitesse de phase. Donc, K, c'est oméga VC C sur N. Donc, vous avez N qui est égal à C sur V. C sur V, c'est ça, N. Voilà. Donc, V, c'est C sur N. Donc, vous avez K qui est égal à oméga sur C fois N. Donc, là, j'ai K au carré qui est donc égal à oméga sur C et tout au carré fois N au carré. Je déduis donc que N carré, c'est, ou bien ceci, je peux l'écrire sous la forme de oméga sur C, le tout au carré fois N au carré. Or, je constate que N est complexe. N complexe. N complexe. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie réelle et une partie imaginaire. C'est pour cela que je mets ici une barrette. Une barrette aussi sur K. Je constate que K est complexe, est aussi complexe. Voilà. K et N sont des complexes à partir de l'expression. On n'a rien inventé, on a fait les calculs, donc on est parti
des relations de Maxwell. On est parti des relations de Maxwell. Et on a sorti cette relation de dispersion dans laquelle il y a une partie réelle et une partie imaginaire. Je conclus alors que K carré est complexe, donc K est complexe. Et que N carré est complexe. Là, vous avez N carré aussi. Je déduis alors l'expression de N carré, la voilà. Donc, et je mets une barrette. Pourquoi? C'est une conséquence de ce I, de cette partie imaginaire qui figure. Donc, quelle est la conclusion que je tire? C'est que l'indice d'un milieu diélectrique non parfait, un milieu diélectrique réel, l'indice d'un milieu diélectrique réel est complexe, contrairement au vide. Donc, dès que vous passez à la matière, vous avez un indice qui est complexe. Donc, vous avez un indice avec une partie réelle et une partie imaginaire. C'est ça donc la nouveauté. Donc, pour le vide, vous avez n égale à 1. Pour le vide, vous avez n égale à 1. Mais pour la matière, c'est-à-dire particulièrement la matière qui est propice à la propagation des ondes électromagnétiques, c'est-à-dire les diélectriques, vous avez n qui est complexe. Voilà. Vous avez donc n qui est égal à epsilon r, n carré, le carré de n, c'est epsilon r plus j ou bien i, sigma sur epsilon 0 oméga. Oméga, c'est la pulsation de l'onde. Voilà l'expression du carré de l'indice complexe, de l'indice du matériau. Donc, dans la matière, dès qu'on parle de la matière, l'indice est complexe. Bien sûr, si on suppose des cas extrêmes, à ce moment-là, si je considère un diélectrique parfait, à ce moment-là, je néglige sigma et j'obtiens donc n qui est réel, qui est égal à la racine de epsilon r. Mais là, c'est des cas particuliers, c'est des cas réels, c'est des cas idéaux. Enfin, c'est des cas idiots, si vous voulez. C'est des cas idiots, c'est des cas qui ne sont pas, qu'on ne trouve pas dans la pratique. Donc, dans la pratique, l'indice, dès qu'il s'agit de la matière, l'indice est complexe. Bien sûr, si vous avez un diélectrique parfait, vous pouvez négliger sigma, vous pouvez négliger la partie imaginaire, et donc vous aurez n carré qui est égal à epsilon r. Cette fois-ci, donc, je peux enlever la barrette et n devient réel. À ce moment-là, je trouve n égale à la racine de epsilon r pour un diélectrique parfait. Diélectrique parfait. C'est-à-dire avec sigma égale à 0. Je néglige la conductivité de fuite. Ou bien je néglige les courants de fuite. Donc, c'est un milieu parfaitement isolant. Parfaitement isolant. Donc, c'est un diélectrique parfait. Donc, pour un diélectrique parfait, n est réel, est égal à la racine de epsilon r. Si epsilon r, par exemple, est égal à 25, n, ça va être 5. Quel est l'autre cas? L'autre cas, c'est le cas d'un matériau conducteur. Je peux définir l'indice pour un matériau conducteur. Alors, pour un matériau conducteur, sigma l'emporte devant epsilon r, sigma tend vers l'infini, donc je peux à la limite négliger la partie réelle. Et donc avoir, pour un métal par exemple, pour un métal, je peux définir l'indice, mais cette fois-ci, c'est un indice qui est donc le carré de l'indice d'un métal est imaginaire pur. Il est donc égal à I sigma sur epsilon 0 oméga. Voilà donc l'expression générale de l'indice pour la matière. Donc, je la réécris de nouveau. Donc, elle est déjà écrite là. Donc, elle est déjà écrite. C'est epsilon r plus I sigma sur epsilon 0 oméga. Vous avez ici une remarque. On est parti d'un facteur de phase pour développer ces calculs. On est parti d'un facteur de phase. Regardez, c'est écrit là. C'est au exponentiel JKR moins oméga t. On est parti de ce facteur de phase. Supposons maintenant que je suis parti d'un facteur de phase oméga t moins KR. Supposons que maintenant je décide de choisir un facteur de phase
en oméga t moins KR. Quel résultat je vais trouver ici? Eh bien, je vais trouver n carré, c'est-à-dire le carré de l'indice complexe, je vais trouver ypsilon r moins i sigma sur epsilon 0 oméga. Voilà, voilà ce que j'ai trouvé. C'est bien la remarque que vous avez ici. Remarque, peut-être, je ne sais pas, est-ce que c'est visible pour vous, avec un facteur de phase en oméga t moins kr, on obtient n carré égale à epsilon r moins i sigma sur epsilon 0 oméga. Voilà, on obtient ce signe moins. C'est la même chose, à condition de garder le même facteur de phase tout au long d'un même problème. Donc, je vais réserver quand même, je vais essayer de... Je vais mettre l'accent sur cette remarque. Donc, remarque importante, il faut bien faire attention. Avec un facteur de phase, choix du facteur de phase, choix du facteur de phase. Donc, on choisit n'importe quel facteur de phase, soit en exponentielle j oméga t moins kr, soit en exponentielle jkr moins oméga t. Tout au long d'un même problème. Tout au long, donc à conserver tout au long d'un même problème. Donc, je choisis, donc je fais un choix. Soit celui-là, soit un facteur de phase en oméga t moins kr, soit un facteur de phase en kr moins oméga t. À conserver tout au long d'un même problème. Si je fais le premier choix, tous les complexes, s'écrivent sous la forme de Z égale à A plus JB. Voilà, ils sortent comme ça, partie réelle plus J fois partie imaginaire. Avec un facteur de phase, en oméga t moins kr, avec un signe moins, ici, avec un signe moins. Moins GB. Moins GB. Moins JB, c'est ça, oui. Moins JB. Moins JB. Voilà. Le complexe s'écrit sous cette forme-là. Avec ce facteur de phase, tous les complexes, toutes les grandeurs complexes que je vais trouver, s'écrivent sous la forme de Z égale à A plus JB. Voilà. Donc, vous avez K, par exemple, avec un facteur de phase écrit en oméga t moins kr, je vais écrire K égale AK', par exemple, moins JK seconde. K', c'est réel de K. K', c'est la partie réelle du vecteur d'onde K. K seconde, c'est la partie imaginaire. Voilà. Là, par exemple, voilà. N, vous avez aussi N carré. Là, vous allez ressortir N carré qui est égal, qu'est-ce qu'on avait trouvé? Oméga sur C, le tout au carré. Non, c'est K. Là, c'est pour K. Donc, N carré, c'est... Là, vous allez voir ressortir N carré égale à, qu'est-ce qu'on avait trouvé? Epsilon R moins J sigma sur epsilon 0 oméga. Voilà ce qui va sortir. Par contre, là, avec ce facteur de phase, vous aurez N carré égale à epsilon R plus J sigma sur epsilon 0 oméga. Voilà. Donc, c'est une remarque importante. Il faut en tenir compte. Le signe moins en plus dépend du champ du facteur de phase. C'est pour cela que tout au long d'un même problème, je dois conserver la notation. Je décide, est-ce que je dote mes complexes par ce facteur de phase ou par celui-là? Et garder donc la même notation, le même facteur de phase tout au long d'un même problème. Comme ça, donc, j'aurai une cohérence dans mes résultats. Je trouverai donc la même chose. Voilà.
Donc, notez bien cette remarque. Avec un facteur de phase en exponentielle oméga t moins kr, on obtient l'indice, le carré de l'indice complexe avec un signe moins. Ici, vous avez d'autres remarques. Pour un conducteur parfait, un métal par exemple, vous avez sigma qui tend vers l'infini, et vous avez la partie réelle qui est la partie imaginaire qui l'emporte devant la partie réelle. D'où alors vous avez le carré de l'indice qui est imaginaire pur. C'est I sigma sur epsilon 0 oméga. Mais pour un conducteur parfait, pour un diélectrique parfait, c'est-à-dire sigma égale à 0, à ce moment-là, vous avez le carré, vous avez l'indice qui devient réel, il est donc égal à la racine de epsilon r. Voilà, c'est ça l'essentiel comme l'essentiel à avoir comme remarque. Voilà, donc c'est l'essentiel qu'il faut retenir. Voilà, vous avez tout y marqué ici. Donc, vous avez le cas du conducteur parfait. Donc là, à ce moment-là, sigma l'emporte, la partie imaginaire l'emporte devant la partie réelle. Et le diélectrique parfait, à ce moment-là, sigma, vous considérez sigma comme étant égal à 0. Je passe maintenant à la propagation au coefficient d'absorption, la propagation dans un milieu diélectrique non parfait. Propagation dans un milieu diélectrique non parfait. Alors, vous partez d'un champ, par exemple, pour voir le coefficient d'absorption. Là, vous avez coefficient d'absorption. Là, vous n'avez pas de D. Ici, vous avez B. Coefficient d'absorption. Profondeur de pénétration et vitesse de phase. Donc, je commence par ce qu'on appelle l'atténuation ou bien la profondeur d'absorption. Je considère une onde électromagnétique monochromatique plane qui se propage dans un milieu diélectrique non parfait. J'opte pour un facteur de phase en exponentielle oméga t moins kr. Donc, j'ai donc mon vecteur d'onde mon vecteur E. J'ai mon vecteur E qui s'écrit sous la forme de E0 exponentielle J oméga t moins kr. Voilà. Comment écrire le vecteur K? Ben, je suppose que la direction de propagation, c'est suivant EX, donc K, c'est égal à K fois EX. Donc, je suppose que K est égal à K fois EX. Donc, là, au lieu de KR, je vais avoir KX, tout simplement. KX. Montrer que le vecteur E s'écrit sous cette forme-là. K étant complexe, est-ce que j'ai le droit d'écrire le vecteur K comme ceci, comme ça? Le vecteur K, c'est un vecteur qui est complexe. Il a donc une partie réelle K' et une partie imaginaire K seconde. Est-ce que cette écriture est correcte? Question à vous réfléchir. J'ai choisi un facteur de phase de oméga t moins kr. Comment je dois écrire mes complexes?
Eh bien, je reviens là. En oméga t moins KR, les complexes, c'est Z moins Z égale à A moins JB. Monsieur, moins I. Voilà, moins I. Là, vous aurez moins I. D'ailleurs, vous allez voir que ça ne va pas sortir comme ça. Oui, monsieur. Donc, si vous remplacez K par K' plus J K seconde, eh bien, vous n'allez pas avoir cette expression. Vous n'allez pas avoir cette expression. Pour avoir cette expression, il faut remplacer ces, voilà, c'est oméga, c'est Kx, voilà. Donc, Kx moins oméga t. À ce moment-là, il faut inverser. Donc, bref, là, il faut mettre un signe moins. Voilà. Voilà, du moment où on a choisi un facteur de phase en exponentielle oméga t moins Kr, comme vous le voyez ici, moins Kx, eh bien, il faut remplacer K par K' moins I K seconde. Et là, vous allez voir, il suffit de remplacer ici, vous allez voir que E s'écrit sous la forme de E0 exponentielle moins K seconde X, c'est-à-dire l'amplitude est multipliée par cet exponentiel atténuateur, c'est l'exponentiel atténuateur, on l'appelle exponentielle de I oméga t moins K'X. Voilà. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous avez par exemple une interface entre le vide et un diélectrique parfait. Diélectrique non parfait plutôt, un diélectrique. Là, vous avez le diélectrique dans cette région-là. Voilà, vous avez le diélectrique. Votre onde arrive dans le vide sans atténuation. On suppose donc une incidence normale. Donc, il arrive avec une intensité, avec un champ E0, une amplitude E0. Jusque-là, vous avez X égale à... Bon, alors X, comment il est défini le X? Donc X est supérieur ou égal à 0. Donc là, vous avez X, vous avez l'origine à ce niveau-là. Voilà. C'est-à-dire le diélectrique occupe l'espace X supérieur ou égal à 0. Jusque-là, donc, vous avez votre amplitude qui arrive avec une amplitude E0. Dès qu'il pénètre dans le matériau, son amplitude s'atténue. Son amplitude s'atténue. Voilà, vous multipliez l'amplitude E0 par un facteur exponentiel moins K seconde X. Donc, du moment qu'il s'agit d'un exponentiel, dès que X devient relativement important, eh bien, vous aurez cette amplitude qui va devenir nulle, pratiquement nulle, qui va s'atténuer. Donc, l'onde va s'atténuer car son amplitude tend vers 0 au fur et à mesure que l'onde progresse dans le milieu. Au fur et à mesure que l'onde pénètre dans le milieu, eh bien, vous avez l'amplitude qui diminue. Là, c'est la nouvelle amplitude. Dans le vide, l'amplitude, c'est E0. Amplitude. Pardon. Dans le vide, c'est E0. Mais là, l'amplitude, c'est E0 exponentielle moins K seconde X. Voilà la nouvelle amplitude. Amplitude dans la matière. Amplitude dans la matière. Voilà. Donc, l'onde s'atténue. L'onde s'atténue, donc c'est ce qu'on appelle le coefficient d'atténuation. Donc là, vous avez K qui se scinde en partie réelle et en partie imaginaire. La partie réelle, on la retrouve ici, c'est K', il correspond bien au vecteur d'onde. Et la partie imaginaire, K seconde, provoque
l'atténuation de l'onde, donc Cassegrande s'appelle coefficient d'absorption ou bien d'atténuation. D'absorption, ce n'est pas des coefficients d'absorption, coefficient d'atténuation. Coefficient d'atténuation, donc Cassegrande, c'est le coefficient d'atténuation. Pardon. D'atténuation. Cassegrande, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Alors, coefficient d'atténuation. Donc, au fur et à mesure que l'onde se progresse dans le matériau, ou bien que l'onde progresse au fur et à mesure que l'onde se propage, ou que l'onde progresse dans le matériau, vous avez donc son amplitude qui diminue jusqu'à s'annuler. Et la profondeur de pénétration, c'est 1 sur Cassegrande. C'est-à-dire, l'onde peut être considérée uniquement sur une profondeur de delta. Après, on la considère comme atténuée. Donc, il est considéré non atténué encore sur une profondeur de delta, qu'on appelle profondeur de pénétration. Au-delà, l'onde est atténuée. On la considère comme atténuée. Donc, voilà, donc c'est très important de noter que dans la matière, au fur et à mesure que l'onde se propage, donc il subit une atténuation. Donc, dans la matière, l'onde électromagnétique subit une atténuation. Voilà. Je reprends le cas que j'ai traité. Là, vous avez dans le vide, vous avez l'onde qui a une amplitude E0, c'est-à-dire E est égal à E0 exponentielle J oméga T moins KR, moins KX plutôt. Là, vous avez X. À partir de là, vous avez X. Une fois dans la matière, vous avez K qui devient complexe et qui s'écrit sous la forme de K' moins J Cassegrande. Et cette fois-ci, au niveau d'un X donné, vous avez E de X dans la matière. Là, vous avez dans le vide E0, l'amplitude est une constante, donc il n'y a pas d'atténuation, sans atténuation, donc pas d'atténuation. L'amplitude reste toujours E0, pas d'atténuation dans le vide. Mais là, dans la matière, là, vous avez une amplitude E' de X, E0' de X, qui est égal à E0, voilà, exponentielle de moins Cassegrande X. Voilà, vous avez donc l'amplitude, nouvelle amplitude dans la matière. Là, vous avez ici le milieu diélectrique. Voilà, vous avez l'amplitude qui subit une atténuation et vous avez donc dans la matière, vous avez E qui est égal à E0, l'amplitude initiale avant que l'onde
pénètre dans le matériau, dans la matière, exponentielle moins k seconde x, exponentielle, cette fois-ci, c'est le facteur de phase de j, oméga t, moins le vecteur d'onde qu'on trouve égal à k'. Voilà donc l'expression de l'onde dans la matière. Donc, au-delà d'une certaine distance, l'onde est atténuée. Donc, au-delà de la distance delta, donc l'onde est parfaitement atténuée. Donc, l'onde est considérée non atténuée dans cette région. Mais au-delà, donc, vous avez onde atténuée. Donc, vous avez l'onde, on la considère comme nulle. On ne la reconsidère plus au-delà de delta. Donc, il est atténué. C'est quoi alors delta en fonction de k seconde? Donc, k seconde, delta, la profondeur de pénétration, profondeur de pénétration. Delta, c'est 1 sur k seconde. Voilà. Eh bien, on considère l'onde atténuée dès que l'amplitude initiale est divisée par E. Donc, delta, dès que l'amplitude initiale est divisée par E. Est-ce que vous avez des questions? Donc, à retenir, dans la matière, l'indice est complexe, comporte une partie imaginaire et une partie réelle. Oui? Monsieur, le coefficient d'absorption K seconde. Aussi, on appelait coefficient d'atténuation. Oui, exactement. C'est le coefficient d'absorption, le coefficient d'atténuation. On a le choix, l'essentiel, c'est de montrer qu'il est à l'origine de l'atténuation de l'onde. C'est comme, par exemple, si vous envoyez, vous êtes au niveau d'une piscine, par exemple, et vous allumez une lampe ou alors une torche, par exemple. Donc et vous envoyez ce faisceau lumineux, donc au fur et à mesure qu'il progresse, que le faisceau lumineux progresse, et bien au bout d'un certain moment, vous allez rien voir. Donc, vous avez de la lumière uniquement sur une distance, sur une petite distance. Donc, vous êtes à côté d'une piscine, par exemple, assez profonde, et vous envoyez de la lumière pour voir le fond. Vous voulez voir, vous êtes en pleine nuit, par exemple, et vous voulez voir le fond de la piscine. Eh bien, si votre eau est salée, à ce moment-là, il est plus conducteur, donc vous avez K seconde qui est grand. Donc, K seconde est proportionnel à sigma. Eh bien, vous n'allez pas pouvoir voir le fond de votre piscine. Eh bien, vous aurez une atténuation de l'onde uniquement sur une petite distance. Voilà. Cette distance, c'est 1 sur K seconde. Et K seconde, il est proportionnel à la conductivité du milieu. Il est proportionnel à la conductivité, donc il croît comme sigma, qui est la conductivité. Donc, c'est pour cela que K seconde s'appelle le coefficient d'atténuation, coefficient d'absorption. C'est-à-dire que l'onde est absorbée dans la matière, ce qui fait qu'il ne peut pas aller plus loin en gardant son amplitude. Donc, l'amplitude s'atténue au fur et à mesure que l'onde progresse dans la matière. Voilà, c'est ça donc la signification. Donc, l'onde s'éteint, d'où alors aussi l'appellation indice d'atténuation. Donc, je vous rappelle que N au carré, c'est epsilon R plus G sigma sur epsilon 0 oméga.
Si maintenant vous prenez la racine carrée de ce complexe ou bien la racine de ce complexe, donc vous écrivez donc n au carré égale à n' plus j n secondes au carré et vous identifiez avec epsilon r plus j sigma sur epsilon 0 oméga. Alors là, si vous identifiez, vous aurez donc n' carré moins n secondes au carré égale à epsilon r. Là, il suffit de calculer le carré de ce complexe. Vous avez donc n' au carré moins n seconde au carré qui donne la partie réelle de ce carré du complexe. Et vous aurez 2 fois j n' n seconde égale à j sigma sur epsilon 0 oméga ou bien sigma sur epsilon 0 oméga sur epsilon 0 oméga si vous vous contentez de... Voilà, donc vous aurez, c'est ça. Alors, sur epsilon 0 oméga, là, il n'y a pas le j, donc je vais mettre 2. Voilà, il suffit donc de résoudre ce système d'équations pour avoir n' et n seconde. Donc, système d'équations à résoudre. Voilà. Et vous aurez donc n' et n seconde. Donc, l'indice s'écrit sous la forme, l'indice complexe. Il a une partie réelle, n' qui est l'indice de réfraction. Voilà. Et une partie imaginaire n seconde qui est l'indice d'atténuation. Quelle est la relation qui relie K, le vecteur K? On l'appelle vecteur K. On ne l'appelle pas vecteur d'onde. C'est K' qui est le vecteur d'onde. K seconde, non. Donc, on l'appelle vecteur K. Faites bien attention pour la matière. Utilisez l'appellation vecteur K. On ne l'appelle pas vecteur d'onde. K, il est complexe, donc il est égal à K' plus J K seconde, seul le vecteur K' qui s'appelle vecteur d'onde, ou bien la composante qui signifie qu'il y a le sens du vecteur d'onde. Et K seconde, c'est le coefficient d'atténuation ou bien d'absorption. D'atténuation ou d'absorption. Je rappelle que 1 sur K seconde, c'est delta, c'est la profondeur de pénétration. Profondeur de pénétration de l'onde dans la matière, au-delà de laquelle on considère que l'onde est atténuée. Il garde un peu de vie encore tant que la distance de propagation est inférieure à delta. Dès qu'elle dépasse delta, ça y est, on considère que l'onde est complètement atténuée, pratiquement atténuée. Voilà. Donc, K, il comporte une partie réelle qui est le vecteur d'onde, une partie imaginaire qui est le coefficient d'atténuation, de la même façon que N. N'oubliez pas la relation qui relie K à N. Donc, vous avez K qui est égal à oméga sur C fois N. Donc, la partie réelle de K correspond bien à la partie réelle de l'indice. Eh bien, la relation qui relie N' à K, c'est bien ceci. Donc, c'est à partir de cette relation. Donc, vous avez K' qui est égal à oméga sur C fois N'. Et K seconde, c'est oméga sur C fois N seconde. N', c'est C sur oméga fois K'. C'est l'indice de réfraction. Il est lié au vecteur d'onde K'. N seconde, c'est l'indice d'atténuation. Voilà, c'est marqué, ou bien d'extinction, c'est la même chose. L'indice d'extinction, il est relié au coefficient d'atténuation ou bien au coefficient d'absorption par la relation N seconde est égal à C sur oméga fois K seconde.
Voilà, c'est ce que vous avez là. Donc, indice d'absorption ou indice d'extinction ou indice d'atténuation, c'est comme vous voulez. Et là, vous avez l'indice de réfraction. L'indice de réfraction est relié au vecteur d'onde K, K'. Sinon, pour le complexe, on l'appelle vecteur K, on ne l'appelle pas vecteur d'onde. Voilà ainsi, n'oubliez pas que là, par exemple, si vous travaillez avec un facteur, parfois vous trouvez des signes ou moins, il ne faut pas s'étonner si jamais vous trouvez une prime dans un livre, par exemple, ou dans un document donné, vous trouvez n complexe égal à n' moins i n seconde. Tout simplement, on a travaillé avec un facteur de phase en oméga t moins kr. Donc, vous pouvez trouver toutes ces grandeurs là, soit avec un signe plus, soit avec un signe moins, c'est exactement la même chose. Donc, il ne faut pas dire que là, c'est plus, là, c'est moins, pourquoi? Non, c'est la même chose. Si vous décidez dès le départ de travailler avec un facteur de phase en exponentiel oméga t moins kr, sachez que vous aurez des moins partout. Si vous décidez de travailler avec un facteur de phase en kr moins oméga t, sachez que vous allez sortir avec des plus. Et vous gardez la même notation tout au long d'un même problème. Voilà. Donc, toutes les grandeurs qui sont qui sont des conséquences, si vous voulez, de cette définition qui sortent de la définition de n, ou bien qui sont liées à n, sont des complexes. Voilà, ainsi, on peut écrire, par exemple, pour un diélectrique parfait, vous voyez, pour un diélectrique parfait, il vaut mieux que j'écrive ça, donc, il vaut mieux écrire ça à part. Je vais écrire ça à part. Donc, vous avez n carré est égal à epsilon r plus j sigma sur epsilon 0 oméga. Voilà. Pour un diélectrique parfait, vous avez donc sigma qui tombe vers 0. Vous avez n qui devient réel, qui est égal donc à epsilon r, et vous avez n. Voilà, donc vous avez n qui est réel. Donc vous avez n qui est égal à la racine carrée de epsilon r. Voilà, ça c'est des choses qu'on avait vues. Maintenant, donc on peut généraliser cela et écrire, définir la constante diélectrique complexe. Constante diélectrique complexe. Par constante diélectrique, j'entends epsilon r. La constante diélectrique complexe, je peux la définir comme ça. Voilà. À l'image de, voilà, à l'image donc de ce qui est établi pour un milieu diélectrique parfait. Donc, on peut définir la constante diélectrique complexe comme ceci. Et c'est quoi alors ce epsilon r complexe? Il n'est autre que epsilon r réel plus j sigma sur epsilon 0 oméga. Voilà. C'est ça donc la constante diélectrique complexe que je peux aussi écrire sous la forme de epsilon prime plus j epsilon r seconde. C'est ce que vous avez là, donc, ce qui est écrit ici. Voilà. La même chose pour la susceptibilité, et ainsi de suite. Toutes les grandeurs, donc, sont complexes. Est-ce que vous avez des questions? Donc, jusque-là, donc, on avait défini l'indice complexe, le coefficient d'absorption, le coefficient d'atténuation, la profondeur de pénétration.
c'est-à-dire les grandeurs caractéristiques du onde électromagnétique dans la matière. La vitesse de phase, là, il mérite donc de s'arrêter un petit peu là-dessus. Donc, voilà la vitesse de phase. Voilà. La vitesse de phase, c'est oméga sur K'. Donc, si on vous demande de calculer la vitesse de phase, donc il faut diviser oméga par K', pas par K seconde, par K'. C'est la vitesse de propagation de l'onde. Voilà. Est-ce que vous avez des questions avant de passer à autre chose? Une des caractéristiques de la propagation des ondes électromagnétiques dans la matière, c'est le phénomène de réfraction et de réflexion. Réflexion, réfraction. Alors, dans le vide, bien sûr, la réfraction n'a aucun sens. Pareil pour la réflexion, mais dans la matière, on a ces phénomènes qui apparaissent, phénomènes de réflexion et de réfraction, sur un dioptre, c'est-à-dire sur une surface de séparation, sur une interface entre le vide, par exemple, et la matière. Et là, vous avez les lois de Descartes que vous connaissez en optique. Descartes les avait déterminées expérimentalement, donc c'était les lois que vous avez, les lois de Snell-Descartes, c'est des lois établies expérimentalement. Mais avec les relations de Maxwell, on arrive quand même à retrouver ces lois de Descartes à partir des équations de Maxwell. Donc, il y a bien une harmonie entre la prédiction de Maxwell et les résultats expérimentaux donc, trouvés par Descartes et Snell, qui sont à la base des lois de Descartes que vous connaissez en optique, les lois de Snell-Descartes. Alors maintenant, partons des équations de Maxwell, partons de l'électromagnétisme pour montrer ces lois de Descartes. C'est ça l'objet de cette partie-là du cours. On veut montrer effectivement que l'onde incidente et l'onde réfléchie se trouvent dans le même plan. Le plan de réflexion, c'est la première loi. Le plan de réflexion est le même que le plan d'incidence, qui est aussi le même que le plan de réfraction. Voilà donc les choses. Voilà la première loi de Descartes. La seconde, bien sûr, c'est les lois avec des sinus. Une 1 sinus I 1 pour la réfraction. Une 1 sinus I 1 est égale à une 2 sinus I 2. Donc, c'est bon. On reprend ça par la suite. Donc, là, vous allez vous reposer un quart d'heure et on reprend à 15h30, 15h35 comme ça. Donc, c'est bon. Donc, à tout de suite. Monsieur, Oui? monsieur, Oui? pour le chapitre 2, est-ce qu'on Oui. va faire le chapitre 2? Eh bien, on va terminer le programme. Oui, Eh bien, merci. on va reprendre après. Donc, là, normalement, on termine à 15h15, c'est ça? On termine à 15h15 et on reprend à 15h30. Donc, on va reprendre à 15h35. Donc, vous allez vous reposer un petit moment et on reprend.